Au niveau de la position, c'est un problème franco-français, d'une traduction, j'allais dire, de la direction des finances à Paris sur la méthode employée. Vous le disiez, et très justement, frontalier durant 18 années, et notamment Kirchberg, je connais les problématiques liées aux frontaliers pour les avoir connues personnellement. Les sujets sont nombreux et divers, et en lien avec le quotidien des frontaliers, on pourrait déjà évoquer la mobilité, un sujet vaste et qui concerne l'ensemble des frontaliers. Je vous le disais précédemment, de surcroît quand on est au Kirchberg et qu'on est en plus, j'allais presque dire au nord de la ville, on connaît toutes ces problématiques. C'est la raison pour laquelle bon nombre de sujets sont à régler et à traiter. Ce fut et l'objet, et notamment de la signature de cette convention franco-luxembourgeoise qui a été signée notamment en 2018 lors de la venue du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse en France en visite d'État. Lors de cette signature, un protocole a été signé entre les deux États pour amener un financement sur ce que l'on appelle du co-développement, du cofinancement en lien avec ces sujets de mobilité, et notamment une enveloppe de 120 millions versée par l'État luxembourgeois, puis une autre, et notamment l'année dernière, suite à la convention intergouvernementale qui a eu lieu le 19 octobre dernier. Je faisais partie de cette délégation officielle française, et un accord a été trouvé justement au niveau de la mobilité pour abonder le fonds initialement prévu de 120 millions, de le renforcer donc à hauteur de 110 millions pour améliorer les problèmes de mobilité entre la France et Luxembourg. Je vais prendre pour exemple, et notamment sur ces dernières années, le park and ride par exemple de Longwy. On voit bien qu'il y a justement une transcription qui se fait sur les politiques menées entre les deux États, mais qui se traduisent précisément sur le terrain, et notamment avec la création du park and ride, pour donner que cet exemple-là, parce qu'ils sont nombreux sur le sillon mosellan, financé à hauteur de 70% par l'État luxembourgeois. Moi, et justement, je me permets, et en lien avec ce sujet, on entend, et parfois ça et là, que les budgets ne suffisent pas. Mais force est de constater qu'en 4 ans de temps, ça n'a jamais été fait par le passé. 230 millions sont apportés par le Luxembourg. La France doit mettre la main à la poche à hauteur des mêmes montants. Et non pas que je m'interroge, mais j'aurais presque envie de favoriser, c'est tout le discours que je peux tenir auprès des élus locaux français, c'est de les inviter à proposer et à avoir des projets, parce que force est de constater que même si d'aucuns peuvent reprocher que sur ce développement les montants ne sont pas suffisants, force est de constater qu'il n'y a encore pas assez de projets en route pour pouvoir, j'allais dire, couvrir l'intégralité des montants qui sont destinés pour l'amélioration de la mobilité. Bon, on ne va pas parler des décorations de Noël que le Premier ministre luxembourgeois ne voulait pas payer, mais par exemple, les travaux ont débuté récemment sur l'A3 au Luxembourg pour la faire passer en 2 fois 3 voies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu du côté français? Alors, c'est toute la difficulté de pouvoir mener des chantiers du côté français. Je pense qu'il faut revenir à la genèse de ces sujets. J'ai pour habitude, et c'est bien normal, de discuter avec mes homologues luxembourgeois. J'ai eu l'occasion de rencontrer à maintes reprises Corinne Cahen sur le sujet. La grande difficulté du côté français, je ne suis évidemment pas là ni pour dénigrer ce qui peut se passer sur mon territoire, même si on est en train de parler de l'A31 précisément, et que c'est en Moselle, et que je suis député de Meurthe-et-Moselle, mais on sait bien que de manière indirecte, ça concerne aussi notre territoire. La grande difficulté, c'est au lendemain de mon élection, j'ai eu l'occasion d'adresser un courrier, à l'époque c'était Jacques Mézard qui était ministre de la cohésion des territoires, pour en appeler à une responsabilité d'État. Je m'explique, c'était de lui demander de pouvoir désigner 2 personnes, 2 entités ou des élus en mesure de pouvoir discuter avec le Luxembourg. Il me paraît complètement évident qu'en lien avec le Luxembourg et l'approche qu'on peut avoir sur des problématiques, les luxembourgeois, et au premier rang desquels le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, que je connais par ailleurs, souhaite discuter avec l'État français. Et pour autant d'ailleurs, en discutant avec mes homologues luxembourgeois, ils ont des arguments qui tiennent la route, et en disant, quand on a fini de discuter avec le département, avec la région, avec les Comcom et d'autres organismes, finalement tout le monde a un son de cloche différent et finalement on n'avance pas. C'est la raison pour laquelle Jacques Mézard à l'époque a signé une lettre de mission, donnant mission, et notamment au préfet de région, à l'époque c'était M. Marx, et au président de la région Grand Est, pour mener des discussions et faire en sorte que sur ce genre de sujet, justement, nous puissions avancer.
il y a là, et on le sait bien, des discussions assez nombreuses. Il semblerait qu'en tout cas, sur le tracé nord, celui de Thionville à Luxembourg, nous avancions sur le sujet. C'est évidemment un sujet qui est encore bel et bien sur la table, qui pose bon nombre d'interrogations. Mais je crois, et j'en suis même convaincu, que l'approche menée par ce gouvernement, en tout cas par le gouvernement d'hier, mais très probablement par le gouvernement qui vient d'être nommé, de surcroît quand on sait que Clément Beaune a été reconduit au poste au ministère des Affaires européennes, lui-même en janvier dernier a décidé de mettre un comité consultatif de co-développement pour faire en sorte que sur l'ensemble des sujets, et pas que sur celui de la mobilité, nous puissions avancer pour que les partenaires locaux puissent de manière consensuelle en amener à un projet commun que la région pourra porter à Paris et ensuite se conclure entre États, si je puis dire. Il est fort légitime que le Luxembourg veuille parler avec Paris, si je puis dire, et il est bien naturel que ce soit l'ensemble des élus du territoire qui puissent apporter ce projet-là à Paris. Pas beaucoup bougé, il y a la crise Covid qui est passée par là. On en est où du projet de la 31 bis et si oui, est-ce que ça sera une autoroute à péage ou est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui là-dessus? Alors, il est vrai que c'est un sujet. La crise sanitaire a amené évidemment à ce que ce projet avance bien moins qu'on aurait pu l'escompter. Mais peut-être un peu plus que ces 10 dernières années, à constater, parce qu'on était dans un statu quo complet. L'approche sur le fait qu'une participation, et notamment qu'il puisse être payant, a été abordée, rien n'a été acté. Il est vrai que sur ces sujets-là, tant de choses restent à faire, mais le problème, si je puis dire, c'est jamais un problème d'évoquer la démocratie. Mais les derniers événements, et notamment liés aux élections, certes la crise sanitaire a mis le sujet entre guillemets, mais j'aurais envie de dire que les élections ont rajouté des parenthèses derrière. Donc il est vrai qu'au lendemain des élections législatives, je ne doute pas du fait que ce sujet, ce dossier soit remis sur la table pour que nous puissions enfin trouver les financements nécessaires. Mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement une question de financement, parce que les financements sont bel et bien là. Je pense que c'est une question de volonté politique. Vous savez, moi je l'observe à travers mon mandat, chacun essaie d'obtenir la paternité d'une chose, or on sait très très bien que si on ne travaille pas de manière collégiale et qu'on se met autour d'une table, force est de constater de toute façon que la 31 de Thionville à Luxembourg, il nous faut pour cela passer sur 3 voies. On sait aussi, et il ne faut pas s'interdire de dire des vérités, que le Luxembourg n'est pas favorable quant à financer ce projet. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une approche qui est autre, et c'est tout à fait respectable, je pense que ça peut se comprendre, et notamment avec la coalition en place. Les Verts ne sont pas favorables aux routiers, donc il faut entendre notre partenaire, et donc de fait amener des financements qui soient un peu plus développés sur le ferroviaire plutôt que sur la route. Et pour autant que le Luxembourg ne soit pas enclin, si je puis dire, à financer cette autoroute, ça ne veut pas dire que les Français, nous, de notre côté, nous ne trouvions pas les budgets nécessaires pour que nous puissions amener les frontaliers menant ou se rendant au Luxembourg dans de meilleures conditions. Pourquoi ? Je pense qu'avant le mot qui me vient en tête, c'est quémander. Pour autant qu'on nous cite en plus des exemples qui n'ont, je vais prendre aussi une expression un peu triviale pour ne pas dire vulgaire ni queue ni tête. On nous donne des exemples, on nous parle de la Suisse, alors des accords qui datent de Mathusalem, sur des situations historiques très particulières. On nous parle justement du Luxembourg et de la Belgique, sans prendre en compte le fait qu'il s'agissait là de la province du Luxembourg, où des accords ont été signés il y a de ça 50 ans. C'est une chimère de pouvoir imaginer que demain, avec la France et le Luxembourg, on puisse dérouler une même rétrocession fiscale de la sorte. Et puis, j'ai envie de vous dire, quand on discute d'une approche fiscale, il faut tout de même entendre nos partenaires. Et pour autant qu'on soit des élus locaux, comme vous l'évoquiez, M. Gros, ont créé une association, pas que lui d'ailleurs, beaucoup d'élus du secteur, dont l'ancien secrétaire d'État, pour ne pas le citer, c'est mon prédécesseur Christian Eckert, appellent à ces rétrocessions fiscales. Il faut tout de même entendre ce que dit le Luxembourg. Le Luxembourg n'est pas favorable au fait d'une rétrocession fiscale. Et pourquoi ? Parce que c'est pour eux, et je trouve qu'ils ont raison, c'est l'occasion d'alimenter les budgets communaux des communes voisines. Moi, je pense que quand on fait de la politique, ou même d'ailleurs dans sa vie, il est important d'être empathique. Et si je devais me mettre demain à la place des Luxembourgeois, ce que je ne suis pas, je comprendrais
qu'alors que le pays décide d'investir des millions et des millions sur des projets, je peux aisément comprendre qu'il puisse encore avoir un droit de regard là-dessus. Et plutôt que d'abonder des budgets dans des communes, et d'ailleurs c'est un peu le sens de la remarque du Premier ministre à l'époque à Paris, de ne pas vouloir régler la déco de Noël, c'est plutôt de favoriser et d'abonder des budgets sur lesquels le Luxembourg a aussi un retour sur investissement, tant à parler sur des projets structurants, ce qu'on appelle de co-développement, de cofinancement. Je trouve tout à fait normal que sur des sujets, le Luxembourg voulant amener des fonds puisse au moins avoir un regard sur la situation et faire en sorte que les décisions qui soient prises du côté français viennent amener à améliorer aussi le quotidien des Luxembourgeois. Monsieur Gros, puisque vous parlez de lui, disait « Rendez-moi mes infirmières ». Il formait des infirmières à fond perdu pendant des années et des années. Dès qu'elles obtenaient leur diplôme, elles venaient travailler au Luxembourg. Un chiffre l'illustre bien. Je crois qu'au Luxembourg, 8 infirmières sur 10 ont été formées à l'étranger. C'est quand même un tout petit peu injuste. Un pays comme la France continue de former des infirmières et dès qu'elles ont leur diplôme, elles partent travailler au Luxembourg. Donc le Luxembourg profite finalement d'une situation, une formation qu'il n'a pas à payer. C'est quand même un petit peu injuste, non? Si d'aventure devais-je répondre à la question que vous venez de poser, je serais en parfaite lignée aux commentaires que vous venez de faire et que M. Gros puisse formuler. Sur le constat, nous sommes tous d'accord. Et la remarque que M. Gros ou d'autres peuvent formuler sur le fait qu'on ait un problème lié à la proximité des frontières, je le partage à 200%. C'est des solutions, à mon sens, qui ne sont pas appropriées. Et d'ailleurs, je l'ai évoqué précédemment, c'est la raison pour laquelle ce comité consultatif, à l'initiative de Clément Beaune, ministre des Affaires européennes, se décline sur d'autres sujets. On évoquait la mobilité, ça a été fait jusqu'en 2018. L'idée, c'est de travailler sur 5 autres thèmes, et notamment sur la fiscalité, parce qu'il y a un véritable sujet, et notamment concernant le télétravail, mais je pense qu'on y reviendra. Il y a également un autre sujet sur l'environnement, et sur l'approche, le quotidien des frontaliers passant la frontière, et puis il y a également le volet santé, sur lequel on doit décliner des solutions. Mais si on observe bien la situation, moi qui ai pu assister à la conférence intergouvernementale qui s'est tenue en octobre dernier, nous avons avancé sur le sujet, et notamment concernant une participation du Luxembourg sur la formation des infirmières. Je m'explique, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Mme Saillard, qui est responsable justement de l'ensemble des hôpitaux, Hôpital de Mercy, Thionville, mais également de Briey, qui est sur mon territoire. Nous avons à Briey cet institut de formation des infirmières, des soins infirmiers. On surforme au Luxembourg avec cette idée, il est vrai, et c'est en ça où je suis d'accord avec le constat, que nous formons du côté français, donc ça amène évidemment un certain coût, dans l'idée qu'il faille plus former avec comme point de chute le fait qu'un tiers, voire la moitié des infirmières formées en France puissent partir au Luxembourg. C'est d'ailleurs de bonne guerre, c'est l'ancien frontalier qui parle, et en lien avec le fait que cette proximité, le Luxembourg aspire évidemment à les connaissances. Nous avons trouvé des accords à ce sujet, nous devons probablement aller plus loin, ça a été fait lors de la dernière conférence d'octobre, mais nous devons aller plus loin, et justement, à travers ce comité de coopération, de travailler comme nous l'avons fait sur la mobilité, sur l'offre de soins que nous pourrions apporter sur l'échelle transfrontalière. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire de manière collégiale et sûrement pas, et à mon sens, en quémandant de l'argent. Je pense qu'il faut, et pour cela, et c'est le but de ce comité consultatif, que l'ensemble des élus soient associés aux décisions, d'amener les problématiques liées sur les territoires, et en plus, vous le disiez au niveau des infirmières, on pourrait le décliner sur plein d'autres sujets, notamment sur les garderies et autres. Et lorsqu'on discute avec nos homologues luxembourgeois, ils sont prêts évidemment à cofinancer, à co-développer notre territoire parce que, et c'est bien normal, le Luxembourg en trouverait aussi un intérêt. Alors, sur la lutte contre le Covid, elle a été prolongée jusqu'en juin, et après, on est bientôt. C'est une excellente question que vous me posez là. Et j'ai déjà eu l'occasion de répondre entre les lignes précédemment. Il ne vous aura pas échappé que des élections ont eu lieu, notamment les élections présidentielles, que d'autres arrivent d'ici une quinzaine de jours. Et je ne m'interdis pas de dire des vérités, mais dans une situation comme celle-ci, on sait très bien que les cabinets ministériels, non pas qu'ils puissent marcher au ralenti, mais cette période de réserve n'invite personne, et d'ailleurs je dirais presque que c'est interdit, en tout cas pas immoral, mais en tout cas pas dans les usages de la République, de faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui prendre des décisions
en déant les 2 ou 3 semaines qui viennent, qui arrivent et qui nous mèneront jusqu'aux élections législatives. Je pense qu'au lendemain des élections, des décisions seront prises. Moi, je ne l'ai pas attendu, parce que je suis député jusqu'à la fin de mon mandat, je ne l'ai pas attendu sur ces sujets-là, sur le télétravail et sur le fait qu'on puisse mener cette exonération totale, ou le fait que le nombre de jours de télétravail qui est passé d'ailleurs, je le souligne, depuis 2017, de 0 à 29, puis de 29 à 34. Moi, j'espère en tout cas aller plus loin à travers la résolution européenne que j'ai eu l'occasion de faire valider par l'Assemblée nationale, mais c'est de faire en sorte en tout cas que ces décisions puissent être prises en déant les 2-3 semaines. Il est vrai que la situation sanitaire est différente, donc on peut peut-être s'attendre à ce que les décisions soient différentes. Pour l'heure, je me suis entretenu avec le ministre chargé des Affaires européennes à ce sujet, qui est en charge justement de ces sujets, sachant que ça a été reconduit de manière tacite. Je n'ai pas manqué de le faire, je n'ai pas d'informations parce qu'en réalité, je n'ai pas le droit d'en avoir. Je me dois, en tant que candidat aussi, d'avoir les mêmes informations que mes concurrents. Alors, l'autre aspect, vous êtes favorable à 2 jours de télétravail par semaine pour les frontaliers. Ça dépasse la limite des 25% du temps de travail à partir de laquelle on doit s'affilier à la sécurité sociale du pays de résidence. Je voulais simplement savoir comment vous pouvez contourner ces règles. J'ai eu l'occasion, et à travers cet exercice, de reprendre une résolution qui était proposée à l'Assemblée nationale, et notamment concernant le télétravail et un statut que l'on appelle le statut du frontalier européen. Une résolution européenne qui se déclinait et qui se voulait en lien exclusif avec la France et la Suisse. Force est de constater, et là c'est l'ancien commissaire aux affaires européennes qui parle, que cette problématique ne concerne pas que la Suisse, mais bel et bien tous les pays limitrophes à la France. Et ils sont nombreux, si on compte même Monaco, Andorre, ils sont au nombre de 9. L'idée, c'était de décliner cette résolution européenne à l'échelle des problématiques transfrontalières. Pour information, nous comptons en Europe 1,5 million de frontaliers. 450 000 sont français. Non pas pour la petite histoire, mais pour la bonne information, 150 000 sont du secteur. Ce qui signifie que 10% des travailleurs frontaliers européens sont ici sur notre secteur. Je me permets de faire cette remarque-là, mais ça valait bien aux députés qui jouxtent les frontières belges et luxembourgeoises de pouvoir s'atteler au sujet sur lequel personne ne s'est attelé depuis 20 ans. Pourquoi ? On connaît les problématiques locales, et je les connais de surcroît pour les avoir vécues. Et il nous faut pour ça créer un statut du frontalier européen, pour permettre sur tous les angles morts, justement, sur toutes les situations spécifiques, familiales, fiscales et également sociales, de trouver des solutions à l'ensemble des différents problèmes. Et l'occasion était donnée pour moi donc d'évoquer le télétravail et d'en venir sur une approche européenne. On le sait, ce que vous dites là, et notamment en lien avec les 50%, relève des textes européens. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, et sur conseil de Clément Beaune que j'ai rencontré à plusieurs reprises, il me disait, si nous devons trouver une solution à ce sujet, elle ne se fera qu'à l'échelle européenne. C'est pourquoi j'ai proposé cette résolution européenne, qui a été validée par l'Assemblée nationale, et c'est aussi pour ça, et je le dis avec un petit sourire, que j'aspire à être élu, parce que ce sont des sujets pour lesquels j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai eu l'occasion de ramener mon rapport, et j'aurai l'occasion de vous le remettre tout à l'heure, et sur lesquels je me suis consacré pendant 2 années, et que j'aimerais pouvoir voir aboutir en déant les 2 années pour créer les conditions favorables aux frontaliers et aussi leur permettre, et ce n'est pas une obligation, de pouvoir télétravailler pendant 2 jours, en tout cas maximum 2 jours par semaine. Et pour cela, à défaut d'un accord européen global à l'ensemble des 27 pays, l'article 16 nous permettrait de travailler sur des accords bilatéraux. Et puis, comme je suis un optimiste né, et comme on voit justement tout l'apport que ça a pu apporter sur le quotidien des frontaliers, mais également des entreprises, et on peut le décliner sur bon nombre de sujets, et notamment sur la mobilité, il n'y a pas de raison de penser que les Luxembourgeois ne soient en désaccord avec cette possibilité. À quel horizon, si un accord bilatéral se faisait, ça pourrait être à quel horizon? Alors, pour dire les choses en toute vérité, au lendemain de ce passage de cette résolution européenne à l'Assemblée nationale, ma satisfaction m'a conduit à appeler le ministre des Affaires européennes pour lui demander, évidemment, et à savoir à quand sera-t-elle déposée dans le parcours législatif européen. Le délai annoncé était de 12 à 18 mois, ce qui est en réalité est très court. J'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone sur d'autres sujets, et force est de constater que les situations, j'allais dire, mondiales, que
que nous connaissons tous et lié à la guerre en Ukraine, a invité les États membres à parler, d'ailleurs d'un sujet que le président de la République évoquait déjà en 2017 dans le discours à la Sorbonne en octobre 2017, et notamment sur cette sacro-sainte défense européenne. Alors force est de constater qu'au moment où cette résolution est passée, la guerre n'était pas, le calendrier était de 12 à 18 mois, je me doute que ce sujet, même s'il est important pour les frontaliers et pour les citoyens, je doute que le Parlement européen se saisisse de ce sujet-là avant même d'évoquer cette défense européenne que j'appelais déjà conjointement au président de la République de mes voeux il y a une paire d'années. Ils ont bénéficié d'un sursis de 2 ans qui s'arrête cette année, donc c'est leur dernière déclaration d'impôt qu'ils vont pouvoir faire. Et maintenant, on revient de loin, de très très loin. J'insiste sur, je vous le précisais tout à l'heure, il convient toujours pour comprendre les choses aujourd'hui, on parle d'empathie lorsqu'on évoque des situations, mais on doit aussi revenir à la genèse d'une convention fiscale qui est née, et d'ailleurs ça se traduit dans les textes, de négociations entre 2 États, non pas 2 parlements, mais entre 2 États, 2 administrations, françaises et luxembourgeoises, née en 2016 et conclue en avril 2017. Je le précise parce que pour autant que cette majorité soit arrivée au mois de juin, je m'exonère d'aucune responsabilité, mais il faut rappeler qu'au départ, ce sont bien nos prédécesseurs, c'est marqué noir sur blanc, qui l'ont mise en place. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il ne faille pas être attentif ensuite sur son application. C'est une très très bonne convention. Je ne donne que 2 seuls exemples, et notamment du côté français, sur l'établissement stable, sur cette possibilité justement pour les entreprises, non plus d'être imposées en fonction de l'endroit où elles sont, mais en fonction des chantiers qu'elles peuvent avoir d'un côté ou de l'autre de la frontière. Vous savez que sur notre secteur, c'était toute la problématique, je parle bien du côté français, où vous aviez des entreprises installées au Luxembourg qui travaillaient en France, peut-être même beaucoup plus en France, mais qui étaient imposées intégralement au Luxembourg. Ça crée une concurrence déloyale pour les entreprises françaises, et c'est en ça où cette convention a du bon. J'en reviens à ce que vous me dites là au niveau de la position, et puis il ne faut quand même pas oublier que jusqu'à cette convention, le nombre de jours de télétravail était de 0. On est passé à 29, puis à 34. Au niveau de la position, c'est un problème franco-français, d'une traduction, j'allais dire, de la direction des finances à Paris sur la méthode employée. J'ai alerté déjà à l'époque, parce que le député que je suis ne vote pas une convention. C'est ratifié entre des États, ça passe par l'Assemblée, mais on n'a même pas cette possibilité de l'amender. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir l'amender sur ce sujet. Mais, dans mon rôle de député, qui est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement, quand je pose cette question, c'est d'ailleurs enregistré lors de cette commission, je pose la question, il y a à savoir combien de foyers, de ménages fiscaux vont être concernés. On me répond, c'est traduit, tout échange au sein de l'Assemblée nationale est traduit, que ça devait relever à hauteur de 250 ou 300 ménages. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que 300 ménages c'est de trop. C'est qu'en réalité, n'ayant pas d'études d'impact fiables du côté français, vous voyez, on est en train d'en discuter sur le nombre. Personne n'est d'accord sur le nombre. C'est dire à quel point l'étude d'impact ne tient pas la route. Et celle qu'on a pu être dressée, et qui concernait 300 ou 400, je vous évoque un nombre de 45 000 ménages frontaliers. Je parle bien de ménages, pas de personnes. De ménages frontaliers, parce qu'au sein d'un ménage, donc, on peut avoir 2 ou 3 personnes, donc effectivement, ça peut aller bien au-delà. On voit bien que ça va poser problème. Je me suis battu, et considérablement, je vous assure, et ça c'est tout à fait en marche, parce qu'on n'est pas là pour parler de moi avoir perdu 5 kilos en très peu de temps. Pourquoi ? Parce que je savais qu'en fonction d'une étude d'impact qui n'était pas en lien direct avec la réalité, j'ai donc contacté le directeur départemental des finances publiques, qui, après un défilé dans mon bureau, bien normal, me dit en Meurthe-et-Moselle, on est à 11 000, en Moselle, à 22 000. Donc, et évidemment, avec bon nombre de cas fiscaux, de personnes qui ne sont plus dans le secteur et qui, en retraite, habitent l'ensemble du territoire, ou même d'ailleurs à l'étranger. Nous avons obtenu un arbitrage favorable. Quand je dis on, c'est une manière polie de ne pas se mettre trop en avant, mais j'ai obtenu de par le ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, qui, après maintes et maintes rencontres, maintes et maintes coups de fil, j'ai même rencontré, et à l'époque, Jean Castex à Matignon, pour lui faire part précisément de la traduction qui en était donnée, alors que l'idée première de cette convention était justement la neutralité fiscale. Donc on voyait bien qu'on était aux antipodes de ce qui était proposé. L'État, début octobre, a décidé de faire marche arrière. À noter,
sur une convention fiscale, je peux vous assurer que ça relève de l'exploit et demander un remboursement de l'ensemble. Il y a eu un remboursement intégral des montants. Alors, votre question porte sur cette suspension, on vient d'y répondre, mais aussi sur ce qui pourrait advenir de cette convention demain. Cette convention restera là, bel et bien. C'est le volet fiscal qu'il y a à revoir, et notamment sur la traduction qui en est donnée. Je n'ai pas attendu, vous l'imaginez, d'attendre ces 2 années pour amener tous les éléments nécessaires depuis 6 mois auprès de Bercy pour expliquer, pour signifier la manière dont on doit arriver à une neutralité fiscale, évidemment. Je me fais le porte-parole presque des frontaliers pour demander à ce que cette manière d'imposer soit supprimée, entérinée. Je fus agréablement surpris, pour dire vrai, au soir de la nomination du nouvel gouvernement, d'apprendre que Gabriel Attal était nommé secrétaire d'État chargé des comptes publics, parce que c'est lui qui est en charge de ce dossier. Je me suis entretenu une demi-heure avec lui pour lui expliquer la situation. Également adressé un courrier au téléphone Clément Beaune, qui est parfaitement au courant de la situation. Je vous disais qu'il est à Aesch en octobre dernier, au lendemain justement de ces suspensions. Nous devons là trouver les éléments pour que Bercy comprenne que cette neutralité fiscale qui est véritablement le sens de cette nouvelle convention soit appliquée au niveau des frontaliers et faire en sorte que cette double imposition, je mets des guillemets parce que ce n'est pas véritablement comme ça qu'on peut l'appeler, puisse être entérinée et supprimée de manière définitive. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me représente à cette élection. Qui de mieux placé qu'un député de la majorité pour faire en sorte que les ministres que je connais par ailleurs puissent écouter le message porté et faire en sorte que les frontaliers ne soient plus concernés par ce sujet. Pour autant qu'un contribuable français paye son impôt sur le revenu, sur l'ensemble de ses revenus, il n'est pas non plus, comment dirais-je, parler de double imposition, je reviens sur le sujet, parler de double imposition, ce n'est pas vraiment le terme. Je vous le disais, un contribuable français paye l'impôt sur l'ensemble de ses revenus. Et on pourrait considérer... Les impôts qu'il paye au Luxembourg, ce ne sont justement pas des revenus, or il ne peut pas les déduire. Et de la même manière, il ne peut pas les déduire au Luxembourg si, et c'est mon cas, il paye aussi des impôts en France. Et c'est la raison pour laquelle il faut revenir à la situation antérieure pour faire en sorte justement, mais c'est tout le sens de mes travaux depuis un moment, il y a une véritable injustice, et je ne la conteste pas, bien au contraire, je suis entouré justement sur ma Cerco de foyers fiscaux qui sont concernés. Il y a une injustice à ce niveau-là et je pense qu'il faut la lever et de manière définitive. C'est tout le sens d'ailleurs de l'échange que j'aurai mercredi prochain avec M. Simon Lacroix, responsable de l'EGBL local, avec qui évidemment nous connaissons tous le problème et il nous faut pour ça travailler conjointement pour amener tous les arguments nécessaires afin que le ministre chargé des comptes publics puisse donner les éléments nécessaires et que son administration puisse la traduire